Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut des études anciennes et médiévales, voici Madame Perrine Poiron de l'Université du Québec à Montréal. Tu me préserveras de la disgrâce d'Amon, de Ré, de Bastet, maîtresse de Bubastis, d'Arsiésis, de tout dieu et de toute déesse du ciel et de la terre. Tu me préserveras de leur disgrâce, de leur ire. Tu m'inspireras l'accomplissement de toutes bonnes actions auxquelles Amon, Ré, Ptah, Bastet, Osiris, Horus, Isis seront satisfaits de moi. Tu destineras mes germes, les semences issues de ma chair, aux fonctions de grands souverains d'Égypte, de princes héritiers, de premiers prophètes d'Amon, de grands chefs d'Emma, de grands chefs des étrangers, de prophètes d'Arsaphès, roi des deux pays. Tu leur inspireras de la sollicitude pour le fils de Ré, Osorkon, fils de Bastet, aimé d'Amon. Tu feras qu'ils suivent ma route. Tu confirmeras mes enfants dans les positions que je leur ai données, sans qu'un frère prenne ombrage de son frère. Quant à l'épouse du roi, Karoama, tu feras qu'elle se tienne devant moi pendant mes jubilés. Tu maintiendras en vie ses enfants mâles et ses enfants de sexe féminin. Tu feras qu'ils marchent à la tête de l'armée et me fassent rapport. Les Libyens qui seront venus pour détruire ton grand pur, tu les repousseras, à approuver rigoureusement par le grand Dieu. Bien, en fait, ce texte est particulièrement intéressant pour la lecture ancienne qui était faite de prime abord et pour la lecture contemporaine qu'on a aujourd'hui avec les connaissances qu'on a sur la troisième période intermédiaire qui se sont développées d'ici là. Donc déjà, pour la mise en contexte, il s'agit d'un texte oraculaire, c'est-à-dire que le roi fait sa demande à l'oracle d'Amon pour avoir donc les faveurs du Dieu suprême de la monarchie. Là où c'est particulier, c'est qu'en fait, se trouve vraiment une demande de validation de sa politique intérieure. Et ça, c'est quelque chose de totalement nouveau qu'on n'avait jamais vu auparavant. Un roi expliquer comment il nommait en fait, à quelle fonction il nommait X personnes et de surcroît ses propres fils. En fait, ce qu'on comprend, c'est que il nomme ses propres fils à des fonctions prestigieuses de l'État, ce qui a encouragé en fait les gens à nommer cette politique la politique apanagée, donc inspirée un petit peu de la période féodale où on comprend que dans le fond le roi a différents fiefs à la tête desquels il pose ses fils pour maintenir en fait le pouvoir entre les mains d'une famille. Et en fait, cette politique apanagée, ce qui est intéressant à travers ce texte, c'est qu'elle est vraiment réputée être unique à la troisième période intermédiaire durant cette dynastie. Et elle est l'argument suprême des tenants qui considèrent qu'il s'agit d'une politique qui est tribale, qui est d'origine étrangère, qui n'est pas égyptienne. Donc ça, c'était vraiment la première impression lorsqu'on a analysé cette source dans les années 60. C'était celle-ci et donc depuis les commentaires sur l'aspect étranger de la politique des rois bubastites ne faisaient qu'amplifier. Et en fait, ce qu'il est intéressant, moi, ce que j'ai pu emmener à travers mes recherches en étudiant ce texte et en le mettant en comparaison à une nouvelle source qui est apparue, qui a été mise au jour en 2007, c'est qu'en fait, d'une part, la politique apanagée n'est pas un phénomène uniquement de la TPI, mais par exemple, des rois comme Ramsès II étaient réputés avoir nommé ses fils, il en a eu plus d'une centaine, hein, donc quand même à des positions clés. Donc, ce ne sont pas l'argument de l'origine étrangère de ce décret, de la politique de ce décret n'est plus avéré. Par contre, ce qui est vraiment avéré, c'est le caractère original que cette dynastie a eu de vouloir passer sous oracle ses décisions politiques actuelles. Et on se rend bien compte justement de la complexité du contexte politique et de la situation de l'État à ce moment-là. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans l'idéologie pharaonique, un roi s'inscrit toujours dans l'ancestralité, il s'inscrit toujours à la suite de ses prédécesseurs, illustres ou réels. Il veut vraiment montrer qu'il est légitime
sur le trône, à l'instar de ses prédécesseurs, et que donc son pouvoir est pertinent. Là, ce qui est aussi original et ce que personne n'avait vraiment mentionné jusqu'à présent, c'est l'intérêt pour l'avenir, en fait. C'est le questionnement pour l'avenir. Et autant son prédécesseur Osorkon Ier, qui est réputé avoir fait un texte à peu près similaire, donc on voit bien que c'est une politique dynastique qui s'étend sur la durée. Les deux ont vraiment cette inquiétude à cœur de que va-t-il advenir de mes fils? Que va-t-il advenir de mon héritage? Donc là, c'est la première fois qu'un texte issu du pouvoir qui demande l'aval des dieux fait mention de l'avenir, de comment cet État va se perpétuer, alors que dans l'idéologie pharaonique, l'avenir est assuré puisqu'il est cyclique et on est dans cet exercice de perpétuelle renaissance en fait du pouvoir, de ce perpétuel âge d'or. Et là, d'un seul coup, on a l'humain, on n'a plus le roi incarnation des dieux, on n'a plus le roi direct, personne qui dialogue avec le divin, on a l'homme. On a l'homme qui est conscient d'un état politique particulier. On a la situation dans le Levant qui bouge beaucoup. Donc, on sait que le fondateur de la 22e dynastie a fait des guerres donc dans le couloir syro-palestinien. Ces guerres se retrouvent dans la Bible même. Donc, on comprend un petit peu que le contexte de la politique internationale de l'Égypte à cette époque est très mouvementé et ça crée des incertitudes. Et c'est une des premières traces qu'on a de cette incertitude et du fait que ces rois, en fait, certes, veulent perpétuer l'idéologie pharaonique, s'inscrire dans cet élément cyclique de la perpétuation de l'ordre, du succès de la justice de Maat sur le chaos, mais ils ont conscience du vivant et de ce qui va venir de leur héritage direct, donc de leurs descendants et du pouvoir qu'ils auront voulu transmettre. Et ça, c'est la seule et unique trace qu'on a. Il n'y a aucun roi après qui n'aura ce même type de politique. C'est vraiment les seules traces qu'on ait à ce jour en Égypte d'un pouvoir qui se questionne également sur l'avenir. Donc, c'était en ce sens que je trouvais très intéressant de faire connaître ce texte parce que il a été jusqu'à aujourd'hui très mal compris, très mal perçu ou alors limité dans sa compréhension. Mais il nous donne un contact avec les hommes de cette époque où on sent quand même cette inquiétude de l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment unique. C'était Madame Perrine Poiron de l'Université du Québec à Montréal. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin du balado et soyez à l'affût pour le prochain épisode des textes favoris des invités de l'Institut des études anciennes et médiévales. À bientôt.